Une société ne pourrait pas fonctionner de façon égalitaire. On parole à la FSU. Ouais, bonsoir, je suis Marie-Cécile Perilla, donc de la FSU, syndicat principalement implanté dans l'éducation nationale. Donc à ce titre-là, on a été invité à dire quelques mots dans cette soirée. Bon, je ne reprends pas ce qu'a dit Annick, bien évidemment, on est complètement partie prenante de cette vision de défense des services publics. On a pour notre part lancé une campagne sur les services publics parce qu'on considère que c'est au cœur des choix de société aujourd'hui. Et quelques mots sur l'éducation, mais je vais être rapide parce que je crois que l'enjeu quand même ce soir c'était la mise en visibilité de la santé. Simplement pour dire que dans le cadre de ce qui a été développé, l'éducation aujourd'hui est au cœur d'une attaque qui est double en fait. C'est-à-dire que elle représente en termes de personnel la moitié des fonctionnaires d'État et donc à ce titre-là, elle est vraiment centrale dans l'objectif de réduire l'emploi public donc sur les 34 000 suppressions de postes de cette année et les dizaines de milliers des années précédentes. Il y en a toujours la moitié qui sont en fait prises sur l'éducation nationale pour des raisons démographiques évidentes. Cela dit, du coup, ça donne aussi une certaine centralité de l'éducation dans les politiques publiques aujourd'hui et notamment dans les questions de réduction de l'emploi. Ça, c'est la première logique. La deuxième, elle porte sur les missions de l'éducation. Et là, on est sur quelque chose qui n'est pas du quantitatif, mais qui est bien un bouleversement complet de ce pourquoi on organise l'école à destination des enfants. Et là, pour aller vite, on s'inscrit dans un cadre, une révolution copernicienne, comme on dirait, européenne cette fois, qui assigne à l'éducation des missions complètement nouvelles. Allons vite. Bon. En clair, il s'agit de former une petite élite de gens, celle dont on a besoin pour les Mac jobs, mais Mac au sens Macintosh bien évidemment, et puis on sait qu'on aura besoin par ailleurs, quand je dis on sait, c'est la stratégie de Lisbonne, bon, etc. Par ailleurs, l'État ne souhaite pas former au-delà de raisonnable, entre guillemets, la masse de gens dont on sait qu'on en aura besoin, somme toute, pour des métiers qui ne nécessitent pas des qualifications supérieures, mais un certain nombre de compétences, et là le terme est absolument clé dans le système éducatif aujourd'hui. Donc on va valider des compétences de base, transversales, etc. pour permettre à ces gens d'accéder au Mac job, mais Mac au sens McDonald's cette fois, c'est-à-dire une certaine... il faut avoir des gens à peu près policés, qui parlent à peu près correctement leur langue, qui parlent éventuellement une langue étrangère, qui manipulent un petit peu des outils technologiques, qui ont un certain bagage en mathématiques, etc. Mais ça ne va pas très loin. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que toute l'école est en train d'être refondue autour de cette notion de compétence. On va foutre en l'air en fait tout ce qui renvoie aux connaissances, à la culture générale, à la culture humaniste, etc. On définit une série de compétences clés transversales et on va faire acquérir ce que le gouvernement appelle le socle commun, avec, ça a l'air d'être frappé sous le sceau du bon sens, qui est de dire on va donner à chacun le minimum, etc. Mais quel minimum en réalité? Ben, ce minimum-là, c'est ça, c'est ce qui permettra finalement à une population d'être définie par une série de compétences et non plus un diplôme, de les sous-employer dans le contexte économique que vous connaissez. Et l'école prépare à ça et complètement centré désormais sur une logique ultra-individualiste où chacun devient en définitive le détenteur de son capital. Exactement, le détenteur de son capital de formation. Merci. Exactement. C'est-à-dire chacun est censé travailler à l'accumulation de son capital éducatif, quoi. Voilà. Et ce tout au long de la vie. Donc derrière, on casse l'éducation au sens de la formation initiale parce que les salariés seraient renvoyés une hypothétique formation tout au long de la vie, comme si quand on n'avait pas de formation initiale, on pouvait avec profit suivre des formations payées par qui, on ne sait pas, puisque les entreprises de moins en moins, etc. Et donc on assiste à une série d'attaques qui n'ont pas que la portée quantitative aujourd'hui, j'insiste un peu là-dessus, parce que le nombre de postes qui diminue, le nombre d'élèves qui montent dans les classes, ça c'est relativement visible, les écoles maternelles qui ferment, c'est relativement visible, mais derrière il y a toute une logique qui est en fait une logique fondamentalement différente d'une école libérale en fait, qui se met en place, et ça veut dire donc essentiellement les profs qui sont plus formés, parce que c'est pas la peine de former des enseignants pour faire ce qu'ils ont à faire désormais. Ça veut dire effectivement des élèves qui sont, certes, on continue à les scolariser jusqu'à 16 ans, mais c'est donc pour leur donner que ce socle-là et
pour les autres, l'élite, bon, on les formera, on leur donnera le reste de la culture nécessaire pour aller passer leur diplôme, etc. C'est donc une école à deux vitesses, une université à deux vitesses, et le tout dans une logique de concurrence généralisée. Et ça, je pense que ça se retrouve dans tous les services publics. C'est-à-dire qu'on monte les établissements scolaires les uns contre les autres, puisque désormais, ils sont renvoyés à leur autonomie qui est développée. Mais l'autonomie, c'est la possibilité surtout de gérer la misère, pour l'essentiel. Mais une concurrence, puisque ce qu'on donne aux uns, on ne le donne pas aux autres, inversement. À vous d'être l'établissement le plus performant, celui qui obtient, etc. Et ce qui est vrai de l'établissement est vrai pour les personnels. On met en concurrence les personnels entre eux. Et ce qui est vrai aussi pour les personnels, l'est pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils sont donc complètement culpabilisés, responsabilisés dans leur parcours scolaire. S'ils sont en réussite, c'est tant mieux pour eux, mais s'ils sont en échec, c'est à eux que est renvoyée la responsabilité dans le cadre d'une logique complètement libérale, culpabilisante, les winners, les losers, etc. Donc je ne serai pas plus longue parce que je pense que ce n'est pas forcément une nécessité. Je ne développe pas sur les ponts, je crois qu'ils sont évidents. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Yannick sur la nécessité de mener une grande campagne autour des services publics parce qu'ils sont vraiment, comme on a défendu les retraites, les services publics méritent un grand mouvement d'ensemble parce que c'est vraiment un choix de société. Donc c'est vrai que pour notre part, on essaye de lancer cette campagne, le service public, on l'aime, on le défend. Bon, ça c'est la petite minute publicitaire, mais c'est pas du tout le but ce soir, c'est de dire qu'on est disponible, nous syndicalistes, pour participer à une campagne qui en effet fasse le lien avec les usagers, que nous sommes tous, au demeurant, qu'on soit déjà usagers de la santé, futurs usagers de l'école ou anciens ou peu importe. Aujourd'hui, c'est un choix qui est fondamental dans la définition de nos sociétés, de l'alternative sociale et économique qu'on veut construire. Et donc, nous, on est autant que faire se peut partie prenante de ce combat-là.